D'abord, cher Pierry, on dit que les Parisiens ne vont pas aux réunions. Eh bien, dites donc, vous vous rendez compte, un soir d'hiver où tout le monde serait mieux au coin de son feu, la salle est pleine, et merci beaucoup d'avoir organisé ça. C'est très important parce que nous sommes confrontés à un risque permanent, nous autres qui faisons dans l'aspect un peu théorique des choses, c'est de nous envoler vers les cieux, et ce sont les questions qu'on nous pose, les réflexions qu'on nous fait, les objections qu'on porte à ce qu'on dit qui nous ramènent à la réalité, et il n'y a pas de chose plus importante pour nous que d'intervenir auprès de publics qu'on ne connaît pas, hors de tout aspect un peu académique dans lequel les étudiants prennent des notes, etc. et pas grand-chose de plus, et objectent peu parce qu'à la fin, c'est quand même nous qui les notons, hein. Donc ils se tiennent généralement assez sages. Peut-être pas tous les étudiants, mais ceux que j'ai deviennent par la suite ou magistrats ou commissaires de police ou pour le côté un peu plus gore, médecin légiste ou des métiers comme ça, avocat pénaliste ou autre. Donc ce n'est pas une race d'étudiants extrêmement rebelles et contestataires. Alors ça fait du bien d'être avec des gens qui vous disent oui mais ceci, oui mais moi je vois pas ça comme ça, et puis pourquoi vous dites ça alors que la fois d'avant vous avez dit le contraire. Donc merci d'être venu. C'est pas uniquement histoire de vendre 3 bouquins, c'est parce que vraiment ça nous fait du bien et ça nous ressource. Maintenant, en quelques mots, les études dont on s'occupe. Voilà très longtemps, c'était en 1928, rassurez-vous, je vais sauter rapidement les étapes, on ne va pas passer le réveillon là-dessus. Il a été créé à l'université de Paris 2, à l'époque où les choses étaient simples, portaient des noms sans complications, où les balayeurs n'étaient pas encore des techniciens de surface. Il y avait ce qui s'appelle la faculté de droit, en place du Panthéon, là-haut, et donc maintenant ça s'appelle l'université Paris 2 Panthéon, à cause de ce bâtiment-là, Assas, à cause de l'autre bâtiment de l'autre côté de la place du Jardin du Luxembourg. Et donc il a été créé en 1928 un institut de criminologie. L'institut de criminologie est censé informer tous nos collègues du droit pénal de ce qu'il faut savoir sur l'évolution des phénomènes criminels. En effet, vous savez que dans un état de droit, et la France est tendanciellement encore un état de droit, ce sont les assemblées qui votent les transformations des codes civils, du code pénal, du code de la famille, etc. Et bien entendu, la représentation nationale et ceux qui font ce travail n'ont pas une connaissance forcément à jour de tous les phénomènes qui peuvent amener aux dites transformations. Par transformation, je vais vous donner un exemple tout banal, tout bête. Entre le 19e siècle et aujourd'hui, dans la région parisienne, maintenant, par rapport au 19e siècle, il y a sans doute beaucoup moins de vols de bétail et beaucoup plus de vols de téléphones portables. Vous voyez que la criminalité évolue, que les criminels sont toujours des prédateurs qui pillent la société telle qu'elle est à un moment donné, et que donc il faut transformer les codes, faute de quoi on loupe la criminalité informatique, on loupe un certain nombre de choses. Et de manière informelle, il y a à Paris 2, dans le corps des professeurs, une espèce de Vatican collectif sur ces problèmes-là, qui informe la représentation nationale sur les évolutions qui doivent amener après ça une transformation des codes. Et dans mon cas, avec la criminologie du code pénal. Donc voilà la raison pour laquelle a été créé cet institut de criminologie. On y étudie, alors après ça, les choses ont évolué. Le ministère de l'université qui voulait donner le sentiment qu'il était utile à quelque chose a dit oui mais non, on ne peut pas laisser l'enseignement primaire et la recherche. Alors il a été créé un département de recherche qui s'appelle Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, qui a bien marché et qui donc après ça a volé de ses propres ailes, et le département en question a été jugé suffisamment important pour que maintenant qu'il va être créé un master national de criminologie, notre département de recherche devienne par l'assimilation et par une sorte de jeu de mécano le master 2, la deuxième année du master national de criminologie qui va être bientôt qui commence déjà cette année, mais c'est le Master 1, fatalement, il faut qu'il y ait une première année avant la deuxième, et donc dès la prochaine année universitaire, qui se fera au Conservatoire national des arts et métiers, au CNAM, donc Master national, donc après 85-2015, à l'Université Paris 2,
Et avant qu'Allah me rappelle à lui, je vais donc terminer ma carrière au CNAM pour faire tourner le Master 2 pendant 1 ou 2 ans, à la suite de quoi, place au Japon. Voilà, donc ce qu'on fait. Qu'étudie-t-on à l'intérieur de l'Institut de criminologie, puis du département de recherche, et à partir de bientôt au Conservatoire national des arts et métiers, on étudie 4 sortes de phénomènes. On étudie le crime en tant que quantité métaphysique, si vous voulez, ce que c'est que le crime, ce que c'est ses formes, la criminalité dans toutes ses évolutions, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça bouge, ceci se résorbe. Je vous ai parlé des vols de bestiaux, j'aurais pu vous parler aussi des homicides commis à l'aide de pertuisanes ou d'instruments comme ça, ben, il y en a moins, il y a plus d'homicides par arme à feu au fur et à mesure. Bref, ces choses bougent et évoluent, et donc il faut les étudier. Après ça, les criminels, les individus, qui c'est, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et en fin de compte, les réponses de la société, c'est-à-dire que faut-il faire des gens qui accomplissent des actes illégaux ou illicites ou franchement criminels. Donc voilà ce qu'on étudie, et ça nous amène aux dernières années en termes de période historique, avec la mondialisation. La mondialisation a complètement ravagé et bouleversé la scène criminelle mondiale. Pour vous donner là aussi un seul exemple concret, auparavant, quand vous produisiez de l'héroïne, par exemple, en Afghanistan, songez pendant la guerre froide aux obstacles qu'il y avait sur la route pour amener la dite héroïne dans les rues de Paris. Alors, il fallait naturellement franchir un des 2 blocs, avec des mines, des fils de fer barbelés dans tous les sens, un mur à Berlin, et donc c'était quasiment impossible. Il fallait faire des détours absolument formidables tout autour de la planète. Et aujourd'hui, et depuis l'effondrement du mur de Berlin, la fin de l'Allemagne de l'Est et toutes ces choses, vous n'avez plus sur la route de l'héroïne entre Kaboul et, disons, aller au hasard Amsterdam, que quelques douaniers qui doivent chacun à peu près gagner dans le mois ce que vous avez dans vos poches là ce soir pour payer votre verre de vin chaud, et donc ils ne sont pas tous d'inflexibles catons. Alors ça va quand même beaucoup mieux. Donc la première grande mondialisation qui s'est opérée, et qui s'est opérée à la vitesse de la foudre, c'est la mondialisation criminelle. Ça a été la première à fonctionner vraiment, et je vais vous en apporter la preuve que j'ai eue ébahi devant mes propres yeux 3 semaines après la chute du mur de Berlin. Nous étions à ce moment-là, à peu de choses près, dans les premiers jours de décembre 1989. À ce moment-là, j'étais responsable du département des choses criminelles et terroristes à l'hebdomadaire L'Express, en dehors du travail que je faisais à l'université. Compte tenu de ce que ça rapporte, je faisais comme les gens dans le tiers-monde, j'avais 2 emplois en même temps. Et donc, à l'époque, j'étais à l'Express et on finissait les bouclages vers 2h, 3h du matin. On rentrait chez soi après ça en taxi. On sortait le soir, et l'Express, à ce moment-là, c'est un immeuble qui se trouve à côté de la place de l'Étoile. Il y a la petite rue ronde là, qui s'appelle Tilsit, près du bourg, tout autour. Et là, il y avait l'immeuble qui est aujourd'hui celui de Vivendi, où se trouvait l'Express. On sortait vers 2h du matin, et sur la route qui nous menait à côté prendre le taxi, il y avait généralement 2-3 dames dans la rue, pas forcément très jeunes, mais peut-être qu'il y a-t-il des amateurs, je ne sais pas, et donc on leur disait poliment bonsoir avant de nous diriger vers notre taxi. Alors quand j'étais petit, on me disait il ne faut pas parler aux dames qui fument dans la rue, alors c'était des dames qui fument dans la rue. Oui. Hein, et 3 semaines après la chute du mur de Berlin, on sort de l'Express et absolument éberlué, on voit à la place de ces dames mûrissantes, quoi, 3 pépés absolument sensationnelles, blondes, jolies comme des cœurs, à peine 20 ans, et on les longe discrètement parce qu'elles parlaient entre elles, et elles parlaient russe ou polonais, en tout cas une langue slave. 3 semaines après la chute du mur de Berlin, il y avait déjà des prostituées russes ou polonaises, ou baltes ou Dieu sait trop quoi, à côté de l'Étoile. Alors après ça, nous nous sommes renseignés, nous avons parlé aux gens de la préfecture de police, au ministère, on leur a dit combien de temps vous a-t-il fallu pour nouer avec les nouvelles autorités russes des rapports visant à empêcher le trafic des êtres humains. Alors la réponse est simple, mondialisation criminelle 3 semaines, mondialisation des gentils, c'est-à-dire côté policier 3 ans.
Voilà. La mondialisation criminelle s'est faite à toute vitesse pour une raison simple, c'est une des choses que vous devez conserver en tête pour l'avenir, parce que c'est important. Les malfaiteurs sont par définition des hors-la-loi, ils n'ont absolument aucun besoin, aucune nécessité de respecter le carcan de règles absolument effroyables que vous devez vous respecter dans le cadre de la vie de tous les jours. Ouh là là, vous voulez faire ci, il faut remplir tel papier, vous avez bien payé la TVA, etc. Bref, vous connaissez. Hein. Et donc, comme ils n'ont pas respecté ces règles-là, ils peuvent changer d'activité, redéployer les dites activités et faire ce que bon leur semble à la vitesse qui leur plaît. Ils veulent passer du trafic de drogue au trafic de déchets toxiques, ok, ils peuvent s'y mettre le lendemain matin. Les deux risques étant naturellement la répression et le fait d'être victime d'une bande concurrente qui n'apprécie pas que vous lanciez dans un business où elle se trouvait déjà, une version un peu rude de la concurrence. Et voilà, donc si vous êtes criminel, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc il y a eu une mondialisation. La mondialisation criminelle a conduit à l'amplification exponentielle des trafics planétaires. Au début des années 1990, il se consommait, il arrivait, estime-t-on, estime l'ONU, et maintenant Europol et l'Office européen de lutte contre les drogues et la toxicomanie, à peu près 50 tonnes de cocaïne par an en Europe, de l'Ouest. On manque de chiffres précis pour l'Europe de l'Est, mais comme ils ne sont pas très riches, ça ne représente sans doute pas grand-chose. Et en moins de 5 ans, on est passé de 50 tonnes à 300 tonnes de cocaïne consommée, donc des augmentations, mais vraiment d'une grande brutalité et d'une grande violence. Alors, ça nous a amené à considérer les phénomènes criminels qu'on étudiait à l'échelle internationale et à concevoir comme première zone la plus proche de nous directement l'Europe, la zone Schengen, parce qu'il n'y a plus de frontières. La France n'a plus de frontières, c'est les frontières de Schengen, et donc à l'intérieur de Schengen, tout le monde a le droit de circuler comme il veut, a le droit de faire ce qu'il veut, à l'exception toutefois, bien entendu, des policiers, des gendarmes et de la justice, qui eux sont encore cantonnés à l'échelon national, ce qui confère à l'Europe une fragilité particulière. Pour les êtres vivants sur cette planète, il y a deux manières d'être conformés. Vous avez ceux qui sont durs à l'extérieur et mous à l'intérieur, c'est les crabes par exemple, ou les langoustes, ou les tortues. Et puis il y a ceux qui sont mous à l'extérieur et qui sont durs à l'intérieur, ça c'est les mammifères avec la peau à la surface et les os dedans. Donc l'Europe à l'heure actuelle, elle n'est plus l'un et elle n'est pas encore l'autre, à savoir qu'au bout du compte, il doit y avoir des frontières extérieures sévèrement gardées et défendues. Pour tous ceux qui regardent ce qui arrive tous les jours de côte libyenne, ça ne paraît pas être très efficace en ce moment. Et donc, à terme, il y aura ça. On n'est plus dans le système des frontières nationales avec le truc dur à l'intérieur. On est un peu, et sauf le respect que je vous dois, le cul entre deux chaises. Et ça confère naturellement à tout ça une grande fragilité. C'est vous dire que les criminologues ne manquent pas de travail. Et que je dis avec affection à mes étudiants quand je leur parle, vous êtes les personnes au monde les moins menacées par le chômage. Alors, c'est tristement vrai, mais c'est le cas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans ce contexte-là, nous jouons un peu un rôle d'aviseur ou un rôle d'informateur pour des gens des ministères qui nous parlent, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le ministère des Finances à cause du blanchiment d'argent, le ministère de l'Intérieur, de la Défense, voilà, les ministères régaliens, quoi, et on leur parle. Alors j'ai pensé que ce qui serait le plus utile ce soir, pour qu'on élargisse un peu le débat et qu'on ne soit pas, oui mais quoi, chi, ceci, machin, on élargit un peu le débat, donc rapidement, quand on est convoqué par un des grands seigneurs, un ministre ou autre qui nous dit « Bon, mon vieux, alors qu'est-ce qui se passe ?» etc. Voilà ce qu'on lui dit, parce que ce que nous faisons est destiné à être publié. Donc, des fois, on nous montre des dossiers un peu confidentiels, et naturellement, ça, on ne peut pas en faire avis quand on nous demande notre avis d'une expertise quelconque, mais pour le reste, tout ça est parfaitement public, il n'y a rien de secret, je n'ai pas de broyeuse dans mon bureau, tout ce que je fais est destiné à être publié ou enseigné, donc on peut le dire sans difficulté aucune. Il y a deux bouleversements à l'heure actuelle sur cette planète, et concomitants, et il faudrait que l'appareil d'État s'en avise en France
un peu plus rapidement que parfois ils ne s'en avisent, avec les résultats qu'on a vus ces temps derniers, des bouleversements extraordinaires sur la planète criminelle et sur la planète terroriste qui font que la situation aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était dans les années, les décennies écoulées. Premier bouleversement, et ça surprend un peu les gens, et surtout en ce moment, c'est il y a eu des formes et des variantes tout à fait diverses de terrorisme qui ont frappé le continent européen au cours du dernier demi-siècle. Les séquelles, les soubresauts de l'affaire palestinienne avec les détournements d'avions, le fait que certains groupes nationalistes en Europe aient voulu copier ce qu'on avait fait ici ou là sur la planète, en Algérie notamment avec les guerres coloniales. Ils ont voulu faire ça en Europe, alors ça a été les terroristes au Pays Basque, en Irlande, en Corse aussi. Pas par hasard si l'organisation de lutte armée en Corse a pris le nom de FLN, FLNC, mais c'était quand même dans l'idée de faire une autre guerre de décolonisation. Et puis il y a eu d'autres sortes d'organisations qu'on a réunies sous le nom d'organisations communistes combattantes, les Brigades Rouges, la Fraction Armée Rouge, Action Directe et autres, etc., etc. Des groupes qui étaient liés à la guerre civile du Liban et autres. Tous ces groupes-là ont disparu à l'heure actuelle. Ils sont sortis de la lutte armée, de gré ou de force, où ils sont en prison, où certains sont morts. Et donc vous n'avez plus aujourd'hui sur le continent européen, pour la première fois depuis les années 1960, de groupes indigènes, autochtones, engagés dans la lutte armée. Le dernier à en être sorti à la fin de l'année 2011, c'est l'ETA, le groupe terroriste basque. Et donc depuis, vous n'avez plus de groupe terroriste. Et ce terrorisme-là, le terrorisme organisé, le terrorisme tel qu'il était pratiqué par l'IRA en Irlande du Nord, en Ulster, etc., a disparu d'Europe. On le constate et de la manière suivante. Alors maintenant, dans le millefeuille, il y a la couche européenne, et ça m'amène entre diverses autres missions à être dans un petit groupe d'experts à Europol, collation venant des 28 pays de l'Union européenne, tous les chiffres, les statistiques sur le terrorisme. Alors, dans les années 2004, 2005, 2006, quand il y avait encore de grands attentats en Europe, vous vous souvenez de la gare d'Atocha à Madrid avec 200 morts à peu près, le métro de Londres avec 60 morts, etc. Le continent européen comptait à peu près chaque année de 600 à 700 attentats réussis ou entrepris. Europol, à juste titre, compte dans les attentats ceux qui ont réussi, c'est-à-dire que la bombe a explosé, ou ceux qui ont été entrepris, à savoir qu'on a retrouvé la bombe contre le mur, mais elle n'avait pas explosé pour que, raison X ou Y technique ou autre, où on a interrompu l'attentat, mais il était en cours de réalisation. Donc là, vous avez à l'époque 6 ou 700. Depuis, ce chiffre s'est effondré. Et l'année dernière, la dernière année complète, c'est-à-dire 2014, on commence à avoir les chiffres, hormis deux minuscules territoires de l'Union européenne que sont la Corse d'un côté et l'Irlande du Nord de l'autre, où il y a des séquelles d'un terrorisme assez exubérant pendant 20 ou 30 ans, pour tout le reste de l'Europe, pour toute l'Union européenne, attentats réussis ou entrepris dans toute l'Union européenne, 7. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a, et c'est heureux comme ça, dans l'Union européenne, plus de risques, infiniment plus de risques de mourir, d'avoir avalé de travers une cacahuète dans un cocktail et de s'être étouffé après, que naturellement de mourir du fait du terrorisme. En tout, il y a eu une centaine d'attentats entre la Corse et l'Irlande du Nord, 75 en Corse, 25 dans l'Ulster, mais pour tout le reste, c'est fini. Et vous savez qu'on déclare une maladie éradiquée quand pendant plus de 5 ans, personne n'a été frappé. 25 des 28 pays de l'Union européenne sont maintenant hors attentat, absolument plus aucun attentat depuis 5 ans révolus. Donc ce terrorisme organisé est à l'agonie, il n'est plus praticable. Le mode de fonctionnement des terroristes fait qu'ils doivent communiquer les uns avec les autres.
Vous n'avez pas idée du maillage, enfin si vous avez un peu idée, mais c'est encore pire que tout ce que vous pouvez imaginer électronique qu'il y a en Europe. Et donc chaque fois qu'un terroriste repéré arrive à Algeciras en venant du Maroc, il est signalé à Stockholm dans les 10 minutes, quand même, partout dans l'Union européenne. Donc il y a un maillage électronique, invisible, impalpable, mais quand même bien réel, qui rend la vie extrêmement difficile à toute entreprise terroriste organisée. Les gens qui font bien leur boulot connaissent les acteurs de leur profession, et donc je connais bien un nombre respectable de terroristes sur cette planète, et notamment j'ai des liens de longue date avec des gens de l'ETA. J'ai été les voir en 2013 dans les petits villages au fin fond du Pays Basque espagnol, où je savais que je pouvais leur parler tranquillement. Vous avez affaire à des gens qui sont en état de complète dépression. Ils se rendent compte que depuis qu'ils ont arrêté les attentats, tout le monde se fout de ce qu'ils ont à dire ou à faire, mais alors les ministres les prennent plus au téléphone, ils font plus peur à personne. Donc vous savez que les ministres, généralement des gens pressés, ils ne vont pas parler du bon vieux temps avec un terroriste à la retraite, etc. Donc personne, non monsieur, boum, on leur accroche au nez, et ils sont absolument déprimés, car au Pays Basque et partout ailleurs en Europe, c'est simple. Et maintenant imparable. Soit vous possédez un téléphone portable et la gendarmerie ou la Guardia civile sait où vous êtes à 1 mètre près, ce qui ne facilite pas la vie pour commettre des attentats, ou vous n'avez pas de téléphone portable, auquel cas vous êtes un terroriste. Pile je gagne, face tu perds. C'est imparable et ils sont coincés. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ils peuvent se tirer de ce piège-là. Voilà. Donc ce terrorisme-là, il est mort de sa belle mort pour des raisons de progrès technologique. Alors, bien entendu, ça aurait été trop beau que ça se finisse comme ça. Depuis, on a eu, à peu près au moment où l'un se terminait, l'autre démarrait, vous avez eu des formes de terrorisme beaucoup plus spontanées, beaucoup plus sauvages, beaucoup plus illogiques, irrationnelles et tout ce que vous voulez. Le prototype de tout ça, je l'ai écrit en novembre 2014, mais apparemment il n'en a pas été tenu compte parce que c'était dit quand même avec précision qu'il fallait désormais faire attention à un prototype dont l'individu frappant et type était Mohamed Merah, des hybrides, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois, et pour employer le langage de notre Sainte Mère l'Église, consubstantiellement des terroristes et des criminels, qui sont en plus de ça des individus perturbés mentalement et gravement perturbés mentalement, je vous donnerai des exemples de ça tout à l'heure, et qui sont lancés dans une espèce d'errance ou de mal-être qui les conduit à un moment donné à se tourner vers une forme particulièrement brutale et fanatique de religion pour y retrouver un calme intérieur, et qui, à partir de ce moment-là, comme la cocotte minute qui est toujours plus pleine de vapeur, et puis à un moment donné, le couvercle pète et tout explose parce qu'il y a une espèce de pression en eux, et vous avez affaire à des gens qui sont des bombes humaines et qui peuvent exploser à n'importe quel moment. Je vous donne un exemple précis de ça, parce que c'est quand même impressionnant. Mohamed Merah, qui est le prototype, tous les autres sont des clones de Mohamed Merah, y compris celui de Copenhague. C'est frappant, il n'y a plus que ça sur des racailles de cités, pour appeler les choses par leur nom, qui à un moment donné essayent de se rééquilibrer en pratiquant une religion, soit à laquelle ils s'étaient convertis, soit dans laquelle ils revenaient, variante la plus fanatique, et qui a peu à voir avec sa pratique habituelle. Et là, vous avez affaire à des individus qui ne savent pas eux-mêmes d'une minute à l'autre ce qu'ils vont faire. Un beau matin du printemps de 2012, Mohamed Merah attend un 4e soldat français pour le tuer. Il en a déjà tué 3. Il en attend un 4e. Il a fait le traquenard habituel de j'ai un scooter à vendre dans le petit journal de la garnison. Il y a beaucoup de soldats à Toulouse, donc il a rendez-vous avec un homme dont il sait qu'il est militaire. Il veut le tuer comme il a tué les 3 précédents, et ce militaire ne vient pas au rendez-vous. Alors il est bien embêté, il a sa caméra qui tourne pour le film du djihad, il a son pistolet dans la poche qui est armé. Là il décide de décrocher. Au moment où il décroche, il lève les yeux pour voir le feu, s'il est vert ou rouge, et là il aperçoit des mots hébreux. Il regarde, il voit que c'est une école juive, il baisse les yeux, il est 8h du matin, les enfants entrent à l'école et il ouvre le feu. 1 minute avant de tirer sur ses enfants, il ne savait pas lui-même qu'il allait le faire. Alors vous voyez la brutalité avec laquelle ça peut se passer dans leur tête.
Il est fort possible que pour les deux frères Kouachi, la couverture du numéro de Charlie Hebdo précédent sur lequel il disait « Ah, petit bras, toujours pas d'attentat, qu'est-ce qu'ils attendent, ils sont mauvais, etc. » Le type est dit « Tu viens, Momo, t'as vu, ils ont encore un prophète. » Et puis bon, voilà, c'est des déclenchements comme ça qui peuvent être extrêmement brutaux. Donc, bien entendu, face à des individus dont on ne sait pas quand, comment, pourquoi ils vont bien pouvoir exploser, seule la surveillance 7, 24, 365 est possible. Et donc il faut surveiller les individus, il faut en connaître le prototype, il faut voir si toutes les cases sont bien cochées, prouvant que c'est bien un futur Mera, c'est-à-dire un individu absolument instable psychologiquement, Mera, 2 tentatives de suicide, et puis des choses complètement absurdes, même au regard de sa propre religion fanatique, puisqu'à un moment donné, il tente de s'engager dans la Légion étrangère. La Légion étrangère n'est pas exactement le principal endroit favorable à l'épanouissement de l'islam salafiste, et donc il n'avait pas dû lire bien les journaux, alors il va là-dedans et il tente, alors heureusement on le refuse, mais voilà le genre d'individu complètement perturbé, tout fou, etc., sur lequel on peut tomber dans ces affaires-là. Donc il y a cette évolution brutale du terrorisme, le terrorisme dangereux. Tous les gens qui ont tué dans notre pays depuis 2012 sont exactement des clones de Mera, Nemouche, le Bilal là, de jouer les tours, le Kouachi numéro 1, Kouachi numéro 2, Koulibaly numéro 1, Koulibaly numéro 2, tous exactement, on en est là. C'est-à-dire le plus souvent des criminels endurcis, non pas des petits délinquants comme nous le disent aimablement les médias. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut avoir fait pour, à l'âge de 23 ans, sous Madame Dati et sous Madame Taubira, avoir 18 inscriptions au casier judiciaire. Il faut en avoir fait des tonnes. Hein. Eh bien, Mohamed Mera a 18 inscriptions à son casier judiciaire à l'âge de 23 ans, quand il est finalement tué, dont 11 pour vol à main armée, pour braquage. Voilà, donc c'est ce genre d'individu, on est à la limite du grand banditisme, c'est pas du tout des petits délinquants, c'est pas des gens qui chopent et volent des caramels au supermarché, c'est des gens qui sont assez gravement criminels et qui, à un moment donné, basculent dans une forme de fanatisme dont on a vu récemment les résultats. Ça, c'est la première grande transformation. Le deuxième grand bouleversement, à l'exception de la France pour l'instant, parce que la France est vraiment le mauvais élève de l'Europe, c'est la diminution brutale, la baisse brutale de la consommation des stupéfiants par les jeunes générations. Le pays d'Europe qui est le plus impressionnant, car c'est celui qui auparavant consommait le plus de drogue, qui est la Grande-Bretagne, il y a un tel effondrement de la consommation des stupéfiants classiques, l'héroïne, la cocaïne, et même le cannabis, les courbes sont en baisse grave. Statistiques fournies par le ministère de l'Intérieur, vérifiées par le ministère de la Santé, par les travailleurs sociaux, et à ça plusieurs raisons. Premièrement, la crise économique, les gens ont moins de sous à consacrer à s'acheter de la canne, mais on peut mener une vie dans le monde de l'illicite et s'acheter sa drogue avec soi, ça, c'est pas ça le problème tellement, mais surtout le fait que les jeunes générations, maintenant on le sait, parce qu'il y a des sondages, des enquêtes qui ont été menées, sont de plus en plus méfiants quant à ce qu'on leur donne à consommer. Ce sont des générations qui ont vu, quand ils étaient petits, la vache folle, quand ils étaient ados, les lasagnes de bœuf au cheval ou l'inverse, etc. Donc ce sont des gens qui sont méfiants. Or, bien entendu, les drogues illicites sont authentiquement des poubelles chimiques. L'ecstasy, par exemple, qui passe pour un truc un peu sympa, on a bobin en boîte de nuit, avant d'aller en boîte pour faire la fête toute la nuit. Une fois, on en a saisi, la police, la gendarmerie en a saisi 50 000 pilules à la frontière belge, frontière pour les gendarmes, pas pour les trafiquants, et donc ils ont saisi et ils l'ont analysé chimiquement. Et les copains gendarmes m'ont dit, tiens, regarde un peu, dans un cachet de cette formule-là d'ecstasy, parce qu'on peut en faire plusieurs, mais dans celle-là, il y avait 30% du produit, c'est-à-dire quand on décomposait les molécules chimiques, qui étaient composées de desktop, c'est-à-dire de trucs avec lesquels on débouche les chiottes. C'est un violent poison. Il y a des gens qui se suicident en avalant du desktop. C'est un violent poison, et il y en avait 30% là-dedans. Alors je suis rentré à la maison,
J'ai un fils qui a maintenant 22 ans, une fille qui en a 18, il dit « Ah les enfants, vous avez vu ce qu'on a donné à Papounet ?» Ils regardent les yeux, ils disent « Ouais, c'est dégueulasse, c'était alors mon père il m'a donné un » Ça les a totalement bouleversés, parce qu'ils sont exposés à des gens qui tentent de leur filer ça comme ça, à l'entrée des endroits où les jeunes se rassemblent et puis s'amusent, et le fait que ça soit du détergent pour les toilettes, ça les avait assez violemment secoués. Donc, cette génération-là est très méfiante. S'est-elle mise à l'eau déviant? Pas forcément, mais on remarque un déport de la consommation de drogue vers des produits chimiques dont on sait qu'ils sont bien dosés et bien étalonnés et pas faits avec du détergent, avec de la morora ou quoi que ce soit, ou de l'acide de batterie, comme c'est souvent le cas pour les drogues illicites, avec des produits qui sont d'autant mieux étalonnés que ce sont des véritables médicaments. Alors vous avez des médicaments sédatifs, vous avez des médicaments anxiolytiques, vous avez des médicaments neuroleptiques, vous avez des médicaments antidouleurs qui, mélangés avec un verre de vin blanc, font exactement la même chose, et au moins, quand il y a écrit sur la boîte de médicaments Laroxine 2 mg, c'est vraiment du Laroxine, il y en a vraiment 2 mg, et donc on peut faire confiance. Donc explosion du trafic de médicaments détournés de leur fonction, surtout aux États-Unis où ça fait des ravages absolument extraordinaires. Il y a plus de gens qui meurent de surdose mortelle aux médicaments mal utilisés que de morts dans les accidents de la route. C'est devenu une épidémie terrible. Il y a un inconvénient, pas pour nous, hein, mais il y a un inconvénient pour les trafiquants, c'est que ce marché des médicaments détournés n'est pas contrôlé par les cartels de la drogue du tout. C'est le pharmacien d'hôpital Ripoux, le médecin qui fait des fausses ordonnances, mamie qui a des antidouleurs pour ses genoux et qui enfile une boîte à son petit-fils, c'est des choses comme ça, c'est trafic local, quoi, de voisinage. Or, il y a une espèce d'effondrement qui a des conséquences dramatiques. Je vais vous donner un seul chiffre, je ne vais pas vous saouler avec des chiffres, mais au moins un seul. Le marché mondial par an, uniquement du cannabis, est estimé, on ne prend pas le prix du deal de porte-cochère, on prend le prix de la vente en micro et en gros, ce qui enrichit les trafiquants. 175 milliards de dollars par an, si vous avez une baisse de 30%, ça fait 40 milliards de dollars en moins dans la poche des trafiquants. C'est-à-dire, quand on parle à M. Ghosn de Renault d'une baisse de 3% du marché de l'automobile, il est vert, il est menacé par la faillite, et là, c'est 30% dont on parle. Dans la simple année 2013, la consommation de cocaïne estimée en Grande-Bretagne a baissé de 20% dans l'année. Donc ce sont des baisses brutales et ça pose des problèmes dramatiques au cartel de la drogue. Alors comme toujours, il y a ceux qui sont malins et ceux qui sont bêtes. Ceux qui sont bêtes, ils vont disparaître, hein, au profit d'autres. Et ça sera une espèce de... Le milieu criminel est simple à envisager, il est complètement, entièrement, à 100% darwinien. C'est survival of the fittest, hein, c'est les mieux équipés, les mieux doués, les mieux câblés survivent, et les autres disparaissent. Alors, naturellement, comme les bandits n'ont pas accès aux ressources de la justice, un bandit ne peut pas infliger une contravention à un autre bandit, il ne peut pas le mettre en prison. Il a deux options quand il trouve quelqu'un gênant. La première fois, il peut lui casser la gueule, et la deuxième fois, il le tue. Donc quand je parle d'élimination, c'est des éliminations. Alors il y a ceux qui vont disparaître comme ça, et puis les autres qui sont à l'heure actuelle en train de se retourner vers d'autres marchés criminels. Ils laissent petit à petit tomber la drogue et ils se reportent vers d'autres marchés criminels, lesquels sont d'une part la criminalité du monde numérique, du monde cybernétique, et qui est naturellement à l'heure actuelle en plein développement. Il y a aussi les contrefaçons dangereuses. Alors je vous ai dit que les criminologues fréquentaient les gentils, comme ici ce soir, mais aussi les méchants. Et donc une fois j'ai demandé à un monsieur qui a un rôle important dans le blanchiment de l'argent du crime, c'est un gros blanchisseur d'argent, je lui ai dit mais pourquoi ils font ça? Alors il me dit tu m'étonnes, tu me poses des questions là pour un criminologue, il y a combien de gens qui se droguent sur la planète? Alors je dis écoute, d'après ce que nous dit l'ONU, des gens qui consomment régulièrement à la surface de la planète, pas tirer sur un joint une fois dans sa vie pour essayer, mais qui sont des consommateurs réguliers, l'ONU dit de 220 à 230 millions d'individus sur la planète. Déjà un joli marché,
mais on est 6 milliards quand même. Et il me dit, il y a combien de gens qui mangent sur la planète et combien de gens qui se maquillent parce que c'est des produits cosmétiques falsifiés, c'est des produits alimentaires, des médicaments, et combien de gens qui se soignent. J'ai dit, ok, j'ai compris, le marché vient d'exploser, d'être multiplié par 100 ou par 1000. Là, il y a les contrefaçons dangereuses et il y a le truandage des paris sportifs, c'est-à-dire le fait de corrompre un arbitre du championnat de deuxième division serbo-croate, je dis n'importe quoi, et là, de parier d'autant plus sûrement que comme on a corrompu l'arbitre, on a une vague idée, et donc de se mettre des millions dans les poches comme ça. Voilà. Donc à l'heure actuelle, redistribution, basculement des marchés criminels vers la cybercriminalité, vers les contrefaçons dangereuses et vers tout ce qui permet de se dégager un peu d'un marché en diminution partout en Europe, sauf en France, de la drogue. En France, ça augmente un peu. La seule chose qui baisse, c'est qu'il semble y avoir des signes de diminution de la consommation du cannabis chez les 17 ans, dans la tranche d'âge des 17 ans. C'est important, les marchés des jeunes, parce que naturellement, un marché, son avenir, c'est les jeunes consommateurs, évidemment. Quand les gens commencent à acheter des voitures vers 25-30 ans, leur avis importe plus à un conducteur automobile que ceux de papy qui a 80 ans et qui dit « j'ai toujours acheté des Peugeot toute ma vie ». Voilà, ok, très bien. Bon, mais là, les jeunes, ça évolue, ça critique, etc. Donc, il y a ce détournement en France, ce petit signe sur le radar d'une inflexion des 17 ans, mais les autres tranches d'âge au-dessus continuent à consommer plus de drogue. Donc voilà les deux grands phénomènes de l'heure, c'est-à-dire le passage à de nouvelles formes de terrorisme très différentes. On a demandé à notre justice, à nos services de police et de renseignement depuis les années 2000 de transformer leur manière de faire, de passer d'une appréhension individuelle du phénomène criminel en général, une acception individuelle à une acception collective. À partir des années 60, c'est le terrorisme qui est forcément collectif. Même les Kouachi, il y a deux frères, enfin il y a des fratries, quand c'est plus des organisations, c'est quand même des petits groupes humains. Rares sont vraiment ce qu'on appelle des loups solitaires, où le type est tout seul, il commerce ça dans sa tête. Il y a moins d'organisations au sens IRA, ETA, FLNC que par le passé, mais il y a plus de ce que la psychiatrie appelle des délires à plusieurs, c'est-à-dire des gens qui ont des hallucinations et des fantasmes en commun et qui à un moment donné passent à l'acte. Voilà, ça c'est les deux grandes transformations. Bouleversement sur le terrorisme. On était en train sur une tendance depuis 50 ans de demander aux policiers, aux gendarmes et à tout ça de s'occuper de choses collectives. Et voilà qu'il faut que conceptuellement ils fassent un brutal rétropédalage en direction de l'individuel, des individus qui soient seuls, soit Breivik avec sa vieille maman, les deux frères Mera, des petites fratries comme ça. Et naturellement, quand on est dans des groupes qui vivent pratiquement les uns sur les autres, eh bien, l'interception des communications téléphoniques est moins payante que pour des organisations où les gens sont répandus à travers la planète, quoi. Donc voilà où on en est. Alors maintenant, où on va ? Le gouvernement que nous avons à l'heure actuelle a été assommé par ce qui s'est passé le 7 janvier. Assommé, chaos complet. Depuis, ils ont fait grand héritage de Mitterrand dans les fusions mortifères, dans les défilés, dans les grandes cérémonies, etc. Ce qui est dans une tradition socialiste que les lecteurs de Philippe Muret connaissent bien depuis le XIXe siècle. Le XIXe siècle, à travers les âges de Philippe Muret, est un ouvrage tout à fait remarquable qui montre bien l'origine, non pas du tout dans les Lumières et dans la science et dans le cartésianisme, mais l'origine occultiste des socialistes du XIXe siècle qui faisaient tourner les tables, qui croyaient à la phrénologie, en toutes sortes de fariboles comme ça. Alors chaque fois qu'ils subissent un grand choc, ils reviennent à l'origine, et là on a eu les défilés, le vivre ensemble, le machin et le truc, mais rien de sérieux et rien d'efficace n'a été fait. Rien de sérieux. Le 8 janvier au matin, il fallait, pour résoudre le problème, à l'occasion d'un drame pareil, c'était possible, il fallait que le 8 janvier au matin,
le Premier ministre va se donner la liste des 100 cités les plus épouvantables, hors contrôle, etc. en France, car bien entendu, il venait de là. Koulibaly numéro 1 venait du Val-Forêt, et Kouachi venait de Curial-Cambrai, dans le nord du 19e arrondissement de Paris, contre le périphérique, où il y a des gens qui dealent de la drogue, revolver en main à 3 h du matin. Mera venait des quartiers, des zones hors contrôle à Toulouse, etc. etc. Et donc vous avez Koulibaly numéro 1, lui il venait de la Grande Borne à Grigny, bien entendu, toujours les mêmes, ces quartiers totalement hors contrôle, nul ne sait plus ce qui se passe. Alors il fallait se faire donner la liste des 100 immeubles en question, il réquisitionnait un immeuble, comme ça fait longtemps que ces gens-là n'ont plus peur des policiers qui tiennent pour des bouffons, il fallait y mettre des gendarmes. Les gendarmes, c'est quand même militaire, c'est armé, ça a des règles d'engagement du tir qui sont différentes de celles des policiers. Dans le premier qui bouge, eh bien, dommage. Hein, voilà. Et là, on réglait 90% du problème, à la grande joie des habitants des dites cités qui sont épouvantés par les racailles et qui n'osent rien dire. On n'a rien fait, on a fait de l'effusion, et donc, comme on n'a pas fait a priori le bon diagnostic c'est pas ceux qui sont partis, pas plus celui de Copenhague que les autres qui revenaient de Syrie ou d'Irak. C'est des âneries, ceux qui sont partis là-bas, soit ils se font tuer, soit ils restent, soit ils sont tellement édécœurés parce qu'ils ont vu, quand ils reviennent, ils se jettent dans les bras des policiers en leur disant « mettez-nous en prison, on ne veut plus retourner là-bas ». Non, c'est vrai. Hein. Les 3 que les lions de la DGSI ont ratés à Paris et qui ont été atterrir après ça à Marseille ou à Nice, je ne me souviens plus, ils ont demandé, quand les gendarmes ont fini par les attraper, quelques heures après, ils ont demandé, mais avec du désespoir dans la voix, à être conduits chez le juge. C'est des gens de la famille de Mohamed Merah quand même, c'est pas rien, quoi. C'était des gens qui étaient fanatisés depuis des années en disant ce qu'on a vu est abominable, mettez-nous en prison 5 ans plutôt que de retourner un jour là-bas. Vous avez des gens qui sont traumatisés. Alors on va rentrer dans tous ces détails en profondeur, mais il y a quand même vaguement des gens là-bas qui sont sur le terrain des forces spéciales et qui regardent. Les gens des forces spéciales françaises ont pour mission en gros d'éliminer les nuisibles. C'est pas des enfants de cœur, ni des femmelettes, ils parlent de barbarie préhistorique, quoi. Des femmes enceintes éventrées, les bébés fracassés contre les murs, c'est atroce ce qui se passe en Syrie et en Irak. Alors, les gens qui reviennent de là-bas, il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'à l'heure actuelle, sur les quelques 200 qui sont déjà rentrés, il y en a au moins 75 qui sont dans cette disposition d'esprit-là, de dire mais c'est pas ça que le prophète voulait, quoi, c'est horrible. Et donc on est parti, on pensait que c'était des jeux vidéo, quoi, qu'il y avait un bouton reset, et ben non, pas du tout, là les morts sont vraiment morts. Alors d'autres sont écœurés parce qu'on leur a demandé de... Il y en a un qui est revenu un peu écœuré, il avait pendant un an, lui a fait creuser des tombes et rien d'autre, donc à la fin il s'est un peu lassé quand même, c'était pas ça son idée du djihad, etc. Donc il y en a beaucoup qui reviennent dans de mauvaises dispositions d'esprit, pas du tout disposés à continuer à passer à l'acte sur le sol français. Et les vraiment dangereux, c'est ceux qui étaient là dans les cités en question et qui, pour l'expression a été employée à de nombreuses reprises, eh ben, ils sont passés sous le radar. Eh ben oui, ils sont passés sous le radar en se tenant tranquilles et en évitant d'aller faire des zouaves, ou alors, pour certains d'entre eux, ils n'ont pas su s'assimiler aux brigades de combat de l'État islamique, parce que la guerre c'est un sport collectif, ça demande de la cohésion, autrement on met tous ses copains en danger, comme dans une équipe de foot ou de rugby, quoi. Il faut avoir le sens du collectif. Et ceux que moi j'appelle les recalés du djihad, Merah qui n'a pas pu s'intégrer, Nemouche qui s'est fait virer au bout d'un moment. Quand ils sont bons pour faire la guerre, on les garde, hein, là-bas. Il y en a quelques-uns qui ont bien réussi sur place, ceux qu'on a vus en train de couper la tête des gens, là, au char, et un autre qui s'appelle Dos Santos, ils sont restés, ils ne rentreront pas, ceux-là. Alors, c'est quand même un peu dommage qu'on ait braqué toutes nos jumelles sur Kobané ou Dieu sait trop quoi et qu'on n'ait pas regardé ce qui se passait au Val-Forêt ou au Clos Saint-Lazare ou à la Grande Borne. Donc voilà, comme le bon diagnostic n'a pas été fait, comme à la suite de ça, il n'y a eu aucune sanction de prise, 17 morts, pas un flic ou pas un type du renseignement n'a été viré. Pire encore, et pour la première fois, c'est ce que je vous dis est inouï, ça ne s'est jamais produit, il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire, vivre ensemble, la République, machin, tout ça, pas d'enquête parlementaire, balayer la poussière sous le tapis, et voilà où nous en sommes. Donc, quand
ce que j'explique à mes étudiants, parce que des fois il faut aller jusqu'aux fondamentaux, c'est que il faut bien considérer ce que c'est que l'être humain. L'être humain, il n'a pas de cornes, il n'a pas de sabots, il n'a pas de griffes, il n'a pas de carapace, il est mou, hein, et en gros il n'est pas très bien équipé pour se défendre. La seule chose qu'il a pour se défendre, c'est un cerveau qui est plus gros que les autres mammifères. Et depuis Cro-Magnon, l'être humain survit à ce qu'il a compris. Et généralement, quand il n'a pas compris quelque chose, eh bien, il lui arrive des ennuis. Donc là, voilà, et le truc n'a pas été bien pigé. Les compréhension du phénomène n'est pas faite dans la tête des gens qui nous gouvernent. Je ne vous dis pas ça en cachette derrière leur dos. Je l'ai écrit dans le Figaro Magazine il y a 3 semaines et c'est lu à peu près par 1,5 million à 2 millions de personnes. Donc en gros, je me suis exprimé clairement sur ce sujet. Et à l'heure actuelle, ça n'est pas fait. On nous fait des fanfreluches, on nous fait des visites, on nous fait des présidents qui vont s'incliner sur les cercueils. On ne nous fait pas ce qu'il faudrait faire, à savoir détecter les fameuses bombes humaines à temps, c'est-à-dire avant, de préférence, qu'elle n'ait explosé. Et ceci n'est toujours pas fait dans la France en 2015. Voilà ce que je voulais vous dire, donc ce qu'on fait, à quoi on s'intéresse et puis vers quoi on va. Et maintenant, chers camarades, s'il y a des questions à poser et si je sais y répondre, je le ferai avec plaisir.